Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Néel ramait, et tout en ramant, il écoutait ce duo paternel et filial où tremblaient sous les mots des sentiments sublimes qui charmaient et pénétraient d'un attendrissement ineffable l'âme de ce généreux jeune homme. Ils sont tout l'un pour l'autre. Voilà pourquoi ils s'aiment. Pauvre Néel. Il buvait l'amour à une source bien dangereuse. Il pensait que l'impie Sombreval venait d'appeler Calixte une sainte, et il se persuadait que cette sainte qu'il avait vue prier à l'église le matin même et pardonner à Julie Lagamas pourrait racheter le crime de son père et le ramener au repentir. Son esprit ardent acceptait cette idée. Nous voici parvenus à l'extrémité de l'étang, mademoiselle. Désirez-vous que nous abordions? Nous pourrions faire un tour sur la route. Je n'y tiens pas, on nous observe de là-bas. Ah oui, en effet, c'est une femme. Encore quelques tourniresses du diable. Ah non, celle-ci n'est pas une mendiante, monsieur Sombreval. Nous n'avons rien à craindre d'elle. Ah, je la reconnais, je l'ai déjà rencontrée le jour de mon arrivée au Quénet. C'est la malgagne du mont de Taille-Pied. Vous avez raison, monsieur de Néou, nous n'avons rien à craindre d'elle. Cette vieille femme était, bien avant votre naissance, la voisine de notre Claude de Sombreval. Je puis dire que dans mon enfance, elle m'a soigné comme une mère ou comme une nourrice lorsque mon père était au champ. Ohé, la malgagne! Que me voulez-vous, monsieur Sombreval? Et toi, vieille folle, que veux-tu dire avec ton monsieur Sombreval? Pour qui donc prends-tu aujourd'hui le fils de Jean Gourgue, qui a été ton fisset, à toi aussi, pendant tant d'années, et qui a grandi en tenant le coin de ton tablier? Mais pour le maître du Quénet, un nouveau seigneur dans la contrée. Tu ne penses pas ce que tu dis. Tu sais bien que Jean Gourgue Sombreval ne sera jamais que ton Jeannotin pour toi, ma vieille mère. Parle-moi donc comme autrefois. Monsieur Néel de Néou, que voilà, n'ignore pas que je suis un paysan d'origine. Et ma fille, que tu vois, ne croit pas descendre, comme on dit, de la côte de Gessé. Tu peux lui demander à cet enfant-là si je t'ai oublié, si je ne lui ai pas, à bien des reprises, parlé de toi. Aujourd'hui que le hasard nous met en présence, tu vas venir avec nous au Quénet et t'y reposer avant de retourner chez toi. Monsieur de Néou, approchons la barque de la route. Et toi, mère, donne-moi la main, et de l'autre, appuie-toi sur ton bâton pour y descendre. Non, Jean, puisque tu veux que je t'appelle Jean devant tout le monde, car ton orgueil n'est pas celui des autres, tu n'as jamais été que toi, Sombreval. Eh bien non, Jean, ma place n'est pas au Quénet, et plût à Dieu que ce n'eût jamais été la tienne. Mais, hélas, rien n'a pu t'empêcher de faire ce que le mauvais esprit avait bien prédit que tu ferais. Nous avons chacun notre destinée. Tu peux t'agiter dans la tienne, mais moi, je suis semblable à la borne du bord de la route, qui dit le chemin, même aux insensés qui ne le suivent pas. Et il est inutile d'insister. Si elle a mis dans sa tête de ne pas entrer au Quénet, nulle force humaine ne l'en fera passer la grille. Venez, je vous en prie. C'est ta petite fille, la malgagne. C'est Calixte Sombreval qui te demande de venir chez elle. Non, Jean. Et vous merci, ma fille. Je ne vous verrai pas sous le toit qui, malgré moi, couvre maintenant la tête de votre père. Mais il est dit que la vieille malgagne doit vous revoir ailleurs. Je le sais. Écoute un dernier mot, Sombreval. Jean, prends garde à toi. Prends garde. Tu joues avec ta perte. Va-t'en de cet étang et n'y rentre plus. La mort y couve pour toi. Tu ris. Et par la splendeur du jour qui nous éclaire. Lorsque je parlais à ta fille, j'ai vu, comme je te vois là, ton cadavre à toi, Sombreval, qui mitonnait sous les eaux croupies. Et jour de Dieu,
Je l'y vois encore. Bah, ce sont des histoires de sorcières. Allons, monsieur Néel, reprenez les rames. Partons. La bonne femme devient de plus en plus visionnaire. Calixte Sombreval, si vous aimez votre père, empêchez-le de remettre jamais les pieds sur l'étang qui vous porte. Car je le jure sur mon âme éternelle, il ne les y remettra que pour périr. Oh, revenons vite. Pauvre enfant. Elle est aussi pâle que les 1000 Lorraines du lavoir. Elle est pâle du crime de son père. Et pourquoi pas, puisqu'elle en doit mourir. Néel de Néou ne resta pas longtemps au Canet, une fois qu'il y fut rentré avec Calixte et Sombreval. Il n'était pas tard, mais il avait, comme on dit, un bon pas à faire pour retourner à Néou et y arriver avant le souper de son père, le vicomte Ephrem, qui se couchait de fort bonne heure. Il voulait aussi rejoindre la Malgaigne, car s'il n'était pas intervenu dans la scène du bord de l'étang, il n'en avait pas moins été frappé par les paroles de la vieille femme. Soudain, il l'aperçut, et il se dirigea vers elle. Enfin, vous voilà donc, monsieur Néel. Je vous attendais. Vous m'attendiez? Mais pourquoi m'attendiez-vous? Parce que le monde est renversé. Parce que les Sombreval sont au Quesnay. Et vous avec eux, monsieur Néel. Vous, le cousin des anciens seigneurs ruinés de qui ça a été si longtemps la place. Parce que vous êtes sur le bord du gouffre, vous aussi. Oh! Près duquel marche, sans le savoir, Sombreval et sa fille. Et que vous, plus curieux que lui, mais non plus sage, vous avez eu la fantaisie, ce soir, d'en mesurer la profondeur. Eh bien, oui, c'est vrai, la Malgaigne, je veux savoir. Je veux savoir ce que vous savez. Le roi disait « Nous voulons » quand il y avait un roi, monsieur Néel. Mais ce que je sais, c'est votre perte, à tous les trois. Aussi certaine que si la barque dans laquelle vous étiez tassés, il y a 1 heure, se fut entr'ouverte et que les vases de l'étang vous eussent englouti. Vous êtes sinistre, la mère. Ce n'est pas moi qui le suis, mais la destinée. Mais pour une chrétienne, vous n'avez pas peur de parler ainsi? J'ai voulu dire que vous étiez redevenue religieuse depuis bien des années et que vous vous approchiez même des sacrements. Cependant, aujourd'hui, vous parlez comme une païenne ou une faiseuse de maléfices. Vous aussi, malgré votre jeunesse, vous savez donc ce que j'ai été, monsieur Néel. Oh, Ils vous l'ont appris. Oui, c'est la vérité que j'ai écouté les pensées du démon et que je me suis adonné aux maléfices. Oui, je m'y suis bien obstinée. Mais si je suis revenu au Créateur, je n'ai pas pour cela aboli en moi la mémoire de ce que j'ai vu, de ce que Dieu permet aux démons de montrer aux hommes quand ils ont l'audace coupable de l'invoquer. Vous êtes un enfant au cœur droit, monsieur Néel, et vous pouvez traiter ce que je vous dis de bavardage de vieille femme affaiblie. Jean Sombreval ne le peut pas, lui. Il lui est défendu de mépriser mes paroles. Il est plus orgueilleux que le roi dont parle l'Écriture, qui vit la main sans bras écrire sa ruine sur les murs, car il s'épouvanta à cette vue. Et Sombreval, dans l'ivresse de sa science, l'aurait regardé comme un phénomène de la nature qu'il se serait mis à étudier. oh oui, c'est vrai. C'est un savant. Oui, mais toute sa science ne le sauvera pas. Ni lui, ni sa fille, qui meurt par lui, qui est condamné. Non. Oh, comme vous voilà tout pâle, monsieur Néel.
Elle meurt de son père, comme on meurt d'un cancer au sein, cette fillette. Elle en meurt comme vous mourrez par elle, vous, agrafé par un fol amour à cet enfant qui vous entraînera dans sa perte. Oh, vous m'effrayez, la Malgaine. Mais comment mourrons-nous? Je l'ignore. Pour le savoir, il faudrait faire ce que je ne fais plus. Redevenir ce que j'ai cessé d'être, risquer mon âme encore une fois à ces tentations du démon. Tenez, ce château du Quesnay que vous voyez là-bas. Oui. Avant 10 ans, 5 ans peut-être, il n'y aura plus un seul arbre debout de ces hautes futaies. Une seule pierre sur pierre de cette demeure qui avait été bâtie à chaux et à sable par les aïeux de ces du Quesnay dispersés. Rien ne sera plus de ce coin du pays comme nous le voyons ce soir, rien, si ce n'est l'étang. Trop profond pour qu'on le dessèche, où le mendiant qui passe viendra laver longtemps le bout de son bâton fangeux. À vos yeux, je devine que vous ne me croyez pas, monsieur Néel. Mais qu'importe. La vieille Corneille qui pronostique la mort autour des cimetières se soucie peu de n'être pas écoutée des hommes et de croasser pour le vent. Il faut que je vous quitte ici, la Malgaine. Je m'en vais aller où? Vous allez à taille-pied. Nous devons nous tourner le dos. Mais vous n'avez pas besoin de compagnons de route. Non, monsieur Néel. Les chemins me connaissent. Je suis une voyageuse de nuit autant que de jour. Il y a longtemps que j'ai fait amitié avec les ténèbres. Et, d'ailleurs, à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Et qu'il vous protège. Et vous aussi, monsieur Néel. Vous en avez plus besoin que moi. À bientôt. À bientôt, la Malgaine. Néel de Néou traversa la petite lande du Héquet, et quand il fut arrivé au point de la lande d'où l'on apercevait le Quesnay, il chercha, ô enfance du cœur, à discerner le toit qui recouvrait sa bien-aimée, son rêve caressé, sa chimère. Mais dans l'abîme noir de la vallée, on ne voyait rien que l'orbe d'une lucarne de feu, aussi ardente que la gueule d'un four allumé. Le feu aurait-il pris au château, se demanda-t-il. Et il descendit en courant la montée, longea l'étang et vint à la grille. Et tout était calme dans les cours, les chiens dormaient. Mais la lucarne du toit brillait toujours, de cette clarté rouge dont un soufflet de forge faisait de temps en temps frissonner et blanchir la lueur. C'est alors qu'il se ressouvint que Sombreval était un chimiste, et que le feu dans les combles, c'était probablement ses fourneaux. Il travaille pour elle pendant qu'elle dort. Il cherche pour elle de la vie. Oh, puisse-t-il la sauver? La pauvre enfant paraît si malade. Et, rassuré, mais le cœur débordant de la plénitude de sa journée, il regagna la tourelle solitaire du pauvre manoir de Néou. Mon cher vicomte, je suis venu vous voir afin de vous faire part de mon inquiétude. Vous savez quel lien nous avons projeté entre ma fille Bernardine et votre fils. Or, depuis quelques semaines, nous ne voyons plus guère Néel à lieu saint. Et quand il y vient, tout en se montrant comme à son ordinaire le plus doux et le plus poli des garçons, il paraît si détaché, si indifférent, que ma fille en ressent une très vive tristesse. J'ai surpris bien souvent des larmes dans ses yeux.
Alors je me suis dit qu'il se passait des choses suspectes. J'ai mis le nez au vent, j'ai flairé, reniflé, et enfin découvert que mon futur gendre allait plus souvent au Quesnay, chez Sombreval, que chez nous. Vous veillez au grain, mon compère, c'est bien. La fille au prêtre est charmante, mais c'est la fille au prêtre. Puis elle est malade. C'est de plus une sainte, un lys de pureté, dit le curé de Néou. Et au fait, pour qu'il soit beau, ce lys-là, ce n'est pas le fumier qui a manqué avec un tel père. Quand Néel chasserait par là, mon ami, il en serait pour sa poudre et son plomb. Et il n'abattrait pas un si fier gibier aussi facilement qu'un cygne ou un grèbe. D'ailleurs, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. J'interdirai à mon jeune gars toute acquaintance avec ce vieux drôle de Sombreval, que le pays honore beaucoup trop, en le traitant de vieux diable. Il ne faut pas grandir les coquins. Et Néel est un brave garçon qui m'obéira. Jour de Dieu, c'est-il pas encore Monsieur Néel qui monte 4 à 4 le perron? Oh, ma foi, si. Ah, il vient donc tous les jours maintenant. Hier encore, il était là et il n'est parti qu'à la tombée. Encore, si la fille au prêtre était une jolie garcette, avec des belles couleurs et de la santé, comme tu étais, toi, ma femme, il y a 30 ans. Oh, n'empêche, Herpin, qu'il pourrait bien y avoir là-dessous quelques amourettes du côté gauche. Oh, sûr. Car pour le bon motif, serviteur, une fille de prêtre n'est bonne qu'à faire une gorge. Parle. Bah, elle est si chétive, cet enfant, qu'on dirait quasi une ombre. Entrez. Ah, c'est vous, monsieur Néel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comme c'est gentil à vous de venir distraire Calixte. Vous la trouverez comme d'habitude dans le salon que vous connaissez. Bien. Ne vous accompagne pas, mes travaux sont si absorbants. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Croyant passer seule la journée, la jeune fille s'était assise à la place qu'elle avait adoptée. Mais ce jour-là, elle était oisive. Elle avait beaucoup souffert dans la nuit et dans la matinée. Elle avait eu une de ces crises dont elle ne parlait pas toujours à Sombreval, de peur de l'inquiéter d'abord, ensuite de peur d'être soulagée. Car cette souffre-douleur chrétienne adhérait à son martyre et ne désirait pas l'abréger. La pensée qu'en souffrant pour lui, elle ramènerait peut-être à Dieu l'âme de son père, et qu'elle faisait, s'il échappait à l'enfer, une partie de son purgatoire, lui fermait la bouche à toute plainte, et y étendait l'héroïque sourire d'une résignation presque joyeuse. Lorsque Néel pénétra dans la pièce, elle paraissait endormie. Elle entendit le léger froissement de la portière de soie. « C'est vous, père? Oh, je vous entends bien. Approchez. » Non, c'est moi, Calixte. Vous? Oh mon Dieu. Vous avez l'air bouleversé. Y a-t-il donc un malheur à Néou? Oui, il y a un malheur. Car le fils désobéit à son père. Et le père n'écoute plus la voix de son fils. Votre père ne veut plus que vous reveniez au Quesnay. Oui, n'est-ce pas? C'est cela. Enfin, J'ai deviné. Ce n'était pas bien difficile de deviner. Votre père doit avoir pour moi la haine et le mépris qu'a toute la contrée. Si dans le fond de mon âme, je suis parfois étonnée d'une chose, c'est qu'il vous ait si longtemps laissé venir chez nous. Oh, il ignorait que j'y vinsse, jusqu'à hier. Son ami, monsieur de Lieusaint, qui l'a appris par la rumeur publique, lui a dit. Oh, Calixte, s'il n'y avait que vous, mon père ne mettrait aucun obstacle à nos rencontres. Il vous a vu à l'église, et il sait par monsieur le curé de Néou que vous êtes un ange de bonté, de vertu.
peut-être l'ange rédempteur de votre père, mais... Oh, mais c'est contre lui que... Oui, lui. Voilà l'obstacle. Le vicomte Éphrem ne veut pas que son fils voie un homme. Ce n'est pas à moi de juger s'il a tort ou raison. Mais vous, Néel, ne devez-vous pas obéir? Oh, Calixte, c'est donc vous qui me dites cela. C'est vous qui me dites de ne plus venir au Quénet. Oh, Néel, ne soyez pas injuste. Vous savez bien que je ne vous dirai jamais ce que vous venez de prononcer. Mais ne faut-il obéir à son père, même quand il aurait tort, mon ami? Oh, et pourtant, je ne lui obéirai pas. J'ai toujours été plein de respect pour lui. Mais ma mère que j'ai perdue si tôt, ma mère que vous appeliez l'autre jour un poème de tendresse, que j'ai dans le cœur, tant je sens que je l'aurais aimée. Eh bien, ma mère serait vivante et me défendrait de venir au Quénet comme j'y viens, que je me trouverais la force d'aller contre ses volontés. Oh oui, oui. Je résisterai même à ma mère, même à la vôtre, meurtrie si cruellement jusqu'à en mourir, lorsqu'elle apprit qu'elle avait épousé un apostat. Néel, il ne faut pas vous attacher à moi. Si la Malgaine a dit vrai, je suis entré dans votre destinée pour n'en plus sortir, pour en partager tout, tout. Oui, mais la destinée n'est pas la vie. La destinée, c'est Dieu sous ses voiles, car dans le secret imposant de sa providence. Tandis que la vie, Néel, c'est nos volontés qu'il faut sacrifier et soumettre. À qui les sacrifierions-nous, si ce n'était pas à nos pères? Vous ne m'aimez pas. Aussi, comme un frère. Mais moi, ce n'est plus depuis bien longtemps, seulement comme un frère que je vous aime. Je ne puis être que votre sœur, Néel. Nos pères sont entre nous. Oh, je n'ignore pas que deux cœurs qui s'aiment sont une grande force et que, souvent, l'inimitié des pères a été vaincue par cet amour involontaire de deux enfants. Vous rappelez-vous ces pauvres brebis que l'on marquait l'autre jour dans le fossé des Longchamps pour la tonte et la boucherie? Je ressemble à ces brebis-là, Néel. Je suis marquée pour la mort et le rachat de l'âme de mon père. Vous le savez bien. Ne vous ai-je pas montré l'autre jour cette croix inscrite sur mon front, gravée dans ma chair, que je dissimule sous ce bandeau? Vous avez frémi devant ce signe si terrible. Eh bien oui, Calixte. Je sais que vous êtes voué à la mort, que vous irez au ciel de bonne heure. Je le sais. Je n'en pleure pas, je n'en tremble pas, je n'en souffre même pas. Oh, ma Calixte aimée, car je sais aussi que je m'en irai avec vous, que nous boirons la mort ensemble, et ne me dites pas non maintenant, oui, nous mourrons, vous, pour votre père. Oh, cher holocauste, qui rachèteriez les crimes de toute une race, et qui n'avait que celui d'un seul homme à racheter, moi, pour vous. Parce que vous avez mis de votre vie dans ma vie le jour où vous avez posé votre main sur ma tête blessée. La vie de Calixte m'est entrée dans ces veines-là par ma blessure. Et quand vous mourrez, elles se rompront. Ah oui, tout cela est vrai, tout cela est vrai, tout cela est certain. Mais aussi voilà pourquoi il n'y a plus de père entre nous. Oh, pardonnez-moi de vous aimer ainsi, de vous le dire. Mais votre ange gardien ne vous a-t-il pas averti? Ne vous a-t-il pas dit que je vous aimais? Comme on aime une fiancée, Calixte. Oh, Calixte, ne fussiez-vous jamais à moi sur cette terre, laissez-moi vous appeler ma fiancée. Et soyez là pour le peu de temps que nous avons à vivre, en attendant que nous partagions le même cercueil. Oh, Néel, je suis déjà fiancée. Fiancée? Ne soyez pas jaloux. Prenez ma main. Laissez-moi vous conduire jusqu'à celui que je préfère à vous.
et elle l'entraîna par une porte qu'elle ouvrit sur le seuil de sa chambre de jeune fille. Ce qui frappa les yeux de Néel, ce fut un crucifix colossal, presque de grandeur naturelle, couvrant tout un panneau et ressortant sur la tenture d'un violet profond.